Il y a quelque chose de béni dans la proposition que les cliniciens, chirurgiens font aux généticiens à travers la maladie de Hirschsprung, celle d'une malformation qui a la particularité d'avoir un diagnostic assez peu équivoque, vérifié par histologie, ce qui est très rare pour une malformation ici du système nerveux entérique. Il y a une variabilité d'expression que vous connaissez mieux que moi, forme longue, forme courte, mais qui est mesurable, ce qui est tout à fait exceptionnel en génétique, de pouvoir mesurer quantitativement au centimètre une variabilité d'expression. Et enfin, troisièmement, une présentation clinique qui fait que vos diagnostics sont solides et donc que des phénocopies, des diagnostics différentiels vont pouvoir être écartés le plus souvent des études de génétique, ce qui est absolument sans prix pour nous. La suivante, confrontée à cela, la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Confronté à cela, en revanche, la génétique est complexe. On n'est pas dans un modèle mendélien simple. Vous connaissez les paramètres. Il y a un excès de garçons, 3 ou 4 garçons pour une fille. Il y a une incidence qui varie fortement en fonction des origines ancestrales. Il y a les formes familiales, mais pas tellement, 10 à 20% des cas. C'est pourtant par cet angle-là que nous avons ouvert le sujet, nous et d'autres. Il y a une pénétrance incomplète dès lors qu'on étudie les formes familiales et dépendantes du sexe. Ce qui fait que, tout bien confondu, le risque de récurrence dans la fratrie, la question du conseil génétique, est celui d'un risque non mendélien, 4%, c'est quelque chose entre il n'y a pas de risque et les risques classiques de 25% de maladies récessives ou 50% pour une maladie dominante. Le modèle est donc complexe et le risque aux apparentés va dépendre de ce qu'on appelle le paradoxe de Carter. Ce risque est d'autant plus élevé chez un enfant à naître, la naissance d'un cas index, que la forme est étendue, que le sexe du cas index est le moins atteint, en l'occurrence une fille, et que le sexe de l'enfant à naître est le plus prédisposé, en l'occurrence un garçon. Est-ce que le son va bien? J'ai un petit doute. C'est parfait, on t'entend très bien. Merci, toutes mes voilà. Et dès les années 90, aux États-Unis, Julie Badmore chez Aravinda Chakravarty, à ce moment-là à Philadelphie, a fait une étude vraiment de grande envergure en disant je fais une analyse de ségrégation. Vous savez, c'est ce modèle un peu aveugle des généticiens qui dit je prends un échantillon et j'essaie de voir quel est le modèle génétique ou les modèles les plus parcimonieux, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à expliquer véritablement l'observation. C'est une démarche empirique qui avait dit distinguons les formes longues pour lesquelles il semblerait y avoir un modèle dominant et les formes courtes pour lesquelles on hésite entre le modèle multifactoriel et peut-être des formes récessives. En tout cas, l'héritabilité est élevée. Vous savez que l'héritabilité, ce n'est pas l'hérédité, c'est la part que la génétique occupe dans la différence entre les personnes, dans les variances. Et donc, ça voudrait laisser penser à un rôle négligeable de l'environnement. Le risque relatif en est élevé, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, vous avez vu les autres critères tout à l'heure. Alors, pour vous raccourcir l'histoire de 30 années, sur la suivante, tout indique, merci, tout indique que le proto-oncogène RET, récepteur tyrosine kinase membranaire caractéristique des cellules développées à partir des crêtes neurales, et donc marqueur du développement digestif, mais pas que. Vous savez que RET est aussi impliqué dans des endocrinopathies néoplasiques multiples ou des cancers familiaux de la thyroïde pour d'autres types de mutations. Le récepteur RET est au centre de la biologie du Hirschsprung, avec un rôle très contrasté suivant que l'on s'intéresse aux formes longues, représentées en haut, aux formes familiales, aux différentes stratifications suivant le sexe, mais aussi l'ethnie. Pour faire simple, quand on recherche des mutations de séquences codantes de RET, c'est dans les exons, dans les 21 exons de RET, on a un bon taux d'élucidation dans les cas familiaux, plus près de près de 50% en cherchant bien, et en revanche,
un taux faible d'élucidation dans les cas sporadiques de l'ordre de 80%. La suivante, alors l'attaque qu'on a eue dans cette question, c'est de dire, eh bien, dès lors qu'on a ces populations avec des formes familiales où l'on trouve ou pas des mutations de RET, regardons les formes familiales et revisitons, diraient les anglo-saxons, ces formes familiales, suivant qu'il y a ou pas des mutations de RET, mais avec d'autres marqueurs du génome. C'est une première étude qui a été faite début 2000, détectant un modificateur aujourd'hui toujours mystérieux sur le chromosome 9 et qui jouait un rôle, vous le voyez, lorsque des mutations de séquences codantes de RET n'étaient pas identifiées, 9 à 12, mais pas lorsqu'elle était identifiée. L'opération a été reprise pour des formes sporadiques sur la suivante, un gros travail qui a été conduit avec Aravinda Chakravarty, cette fois-ci qui était à Johns Hopkins, sur la suivante s'il vous plaît, où on a collectionné cette fois-ci des cas sporadiques. C'est la diapo, merci, là voilà, des cas sporadiques et enfin, des paires de germains, des fratries avec 2 enfants atteints, des parents indemnes. Donc on était dans une configuration différente et on a repassé ces 67 paires de germains, françaises et américaines, au crible d'une étude de génome entier. On n'en fait pas grand cas avec Aravinda, mais en fait c'est un des tout premiers GWAS de la génétique, comme on ne l'a pas appelé comme ça. On est passé en dessous du radar, mais c'était exactement ça la proposition de dire regardons tous les marqueurs que nous avons sur l'ensemble des chromosomes. Le résultat est assez intéressant. RET ressort de manière très claire. On a comparé, vous savez, ce qu'on appelle l'identité par la descendance entre les germains. Est-ce qu'ils partagent 0 allèle de leurs parents ici, un allèle maternel, un allèle paternel ou 2 allèles? Et la répartition classique, c'est 25, 50, 25. Et on voit qu'ici, on a des répartitions qui sont déviées de la normale et qu'on voit clairement qu'il y a un excès de partage pour un allèle ou 2 allèles. Cet excès est très fort pour RET. Et on peut y constater d'ailleurs que c'est surtout l'allèle maternel qui est partagé entre les germains atteints lorsqu'ils partagent un seul allèle parental, mais aussi pour 2 autres loci sur les chromosomes 3 et 19, qu'avec cette étude a pu pour la première fois combiner des résultats en disant nous avons l'impression d'un modèle à plusieurs gènes, d'un modèle oligogénique, RET toujours au cœur de la physiopathologie, mais d'autres loci qui joueraient un rôle. La suivante, voilà, vous y étiez. Je dois dire que ces études-là, de grande envergure, n'ont pas aujourd'hui ne sont pas aujourd'hui beaucoup sorties de cette configuration. Et je voudrais aborder une autre façon de voir les choses, qui a été de dire, puisque RET a l'air d'être le gène majeur, que l'on trouve ou pas de mutation, est-ce qu'on peut trouver autre chose que les mutations de séquences codantes? La suivante, s'il vous plaît. Et il a alors été recherché, la suivante parce que c'est une animation, merci. Ah non, la suivante, il y a un petit. Alors la précédente, voilà. Merci. Des indices d'association en dehors des séquences codantes. Vous voyez ici l'exon 1 de RET et puis à des années-lumière l'exon numéro 2. Entre les deux, des petits points qui n'apparaissent pas mais qui sont de l'ordre de 10-6 de signification, c'est-à-dire une très forte association entre la maladie de Hirschsprung et des polymorphismes, je dis bien les polymorphismes de l'intron 1 du gène RET. C'est un variant normal, C donne T. Et là, on parle de cas sporadiques. Le voilà, 10 moins, je n'arrive pas à lire, 10 moins 6. Et on parle de cas sporadiques de Hirschsprung, de petits garçons de forme courte, regardés juste en contraste de leurs parents. La suivante, à cet endroit de l'intron 1, il y a une séquence qui a plusieurs propriétés. D'abord, elle est très conservée dans l'évolution. Deuxièmement, sur la suivante, vous voyez que le polymorphisme en question, CT, a un allèle de prédisposition qui est T, et que, étrangement, c'est une corrélation, ce n'est pas une preuve, mais que la fréquence de cet allèle T est très différente suivant les populations. Très fréquente, près de la moitié des allèles dans les populations asiatiques,
équilibré en Europe et rare dans les populations africaines ou afro-américaines, comme suivant en quelque sorte la prévalence de la maladie du Hirschsprung. Il y aurait en quelque sorte corrélation entre le fait d'avoir à l'état hétérozygote ou homozygote cette variation commune, je dis bien commune, nous sommes tous TT, CT ou CC pour ce polymorphe. Et puis, troisième élément, il y a de la fonctionnalité là, je vais passer sur l'expérience, c'est la diapo après la map monde, merci, où on voit que CT va entraîner un effet de régulation différentielle de RET suivant qu'on a l'allèle C ou l'allèle T, essentiellement des travaux de notre ami Aravinda, Chakravarti. La suivante. Donc on a là un allèle de prédisposition au Hirschsprung. Ce que nous avons regardé, nous, à ce moment-là, c'est de savoir s'il pouvait jouer un rôle dans les formes syndromiques. Vous savez, ces enfants qui ont une maladie qui, au fond, n'a pas grand-chose à voir avec un Hirschsprung, un Ondine, un syndrome de Mowat, un Bardet-Biedl, un Waardenburg, une trisomie, mais dans lesquels vous savez parfaitement comme clinicien que la prévalence du Hirschsprung est un peu élevée, beaucoup plus que dans la population générale. Et on a regardé le génotype au locus RET pour cet allèle hypomorphe, et on voit qu'il est influençant pour Ondine, pour trisomie 21, pour Bardet-Biedl, mais pas pour Waardenburg et pour Mowat-Wilson. Comme s'il y avait des Hirschsprung syndromiques dépendants de RET ou non dépendants de RET. La suivante, s'il vous plaît. Voilà la courbe représentée autrement en fonction des génotypes TT, TC ou CC. Je vous rappelle qu'on s'adresse à un polymorphisme banal et on voit que la fréquence de l'allèle T est élevée dans le Hirschsprung isolé, la trisomie 21 avec Hirschsprung, le Bardet-Biedl avec Hirschsprung et le Ondine avec Hirschsprung, mais indifférent dans ces deux autres syndromes. La suivante. Dès lors, là on se trouve dans les années 2014-15 à l'apparition des méthodes de séquences de nouvelle génération. La recherche va ainsi que parfois elle suit la technologie. Ce n'est pas très brillant, mais il faut le reconnaître. Et on s'est engagé dans deux types d'études. Des études transethniques de type GWAS, mais cette fois-ci beaucoup plus denses, beaucoup plus, comment dirais-je, étendues en population et en marqueurs. Et puis des études d'exomes à la recherche de mutations de séquences codantes, mais cette fois-ci recherchant des variants rares à effet fort et souvent de novo. Pour la première partie, j'irai assez vite, on a trouvé des éléments intéressants dans les populations. La suivante, s'il vous plaît. Voilà le dessin de l'étude. Passons, c'est pour dire les populations enrôlées dans l'étude. Passons sur celle-là. La suivante. Merci. Et on voit qu'on a ici les marqueurs d'association au locus RET, au locus d'un autre gène de prédisposition à la neuroréguline, ou enfin au locus des sémaphorines 3 sur des chromosomes différents, suivant qu'on est en haut la population asiatique de l'Est, à risque, ou en bas la somme des populations européennes et asiatiques. Et on voit clairement que RET est partagé par tout le monde. Les échelles ne sont pas les mêmes, les risques relatifs et les degrés d'association sont écrasants pour RET, 10, moins 49, moins 50. Qui que vous testiez, RET a l'air de jouer un rôle. C'est vrai aussi pour la neuroréguline et de population, mais en revanche, les sémaphorines ont l'air de ne jouer aucun rôle chez les Asiatiques et un certain rôle chez les populations, dans les populations européennes. Donc vous voyez comment, suivant l'ethnie, le fond ethnique, on va pouvoir avoir des facteurs de prédisposition communs, mais qui vont ou pas jouer suivant les populations. La suivante, s'il vous plaît. Dans l'autre type d'études, on a collecté maintenant non plus 24, mais des dizaines de familles, plutôt enrichies en petites filles avec des formes longues pour essayer de biaiser vers des variants de pénétrance élevée. La suivante. Et on a trouvé ainsi 5 gènes, mais que je veux dire, ont des mutations très privées. Ils sont caractérisés par des mutations de novo qui sont pathogènes, qui sont relevant du développement du système nerveux entérique, qui en ont l'expression et dont le knockdown dans le poisson zèbre vont récapituler un trouble de migration neuronale. La suivante, plus récemment, là on est en 2021, je crois, ou 22, on a trouvé par exemple dans ces 5 familles des mutations du récepteur ERB2 qui impliquent donc une autre voie de signalisation que RET, la voie AKT des PI3 kinases AKT, dans des Hirschsprung parfois isolés, mais aussi, parfois, vous le voyez sur le tableau,
avec quelques éléments syndromiques, neuropathie, arthrogrypose. Donc le terrain est encore à la fois très fertile et très complexe. La suivante, 3 diades conclusions pour que peut-on retenir de ça? D'abord qu'on est vraiment au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il y a encore des énigmes, et comme notamment le biais de sexe dans la pénétrance et l'expression. Rien sur le chromosomique n'est sorti, l'épigénétique ne semble pas nous donner grand-chose. Est-ce que c'est un effet purement développemental, les garçons étant plus sensibles biologiquement? Je ne sais pas du tout. En tout cas, encore une fois, Rett au milieu du tableau physiopathologique, mais avec des variantes de nature contrastée. C'est sur la suivante. Si l'on regarde les suivant leur fréquence en abscisse, la suivante s'il vous plaît. Merci. Suivant la fréquence enfin sur le X, je ne sais jamais les abscisses et les ordonnées. Sur le X, entre très rare, rare et commun, les variants trouvés et le risque qu'ils confèrent, assez faible ou élevé, on va avoir donc les mutations privées du système nerveux entérique que je vous décrivais dans des séquences codantes qui sont de novo, les mutations de séquences codantes de Rett un peu plus fréquentes, bien que très rares, dans des formes familiales, les mutations de la voie des endothéline dans des populations comme les Mélonites, par exemple, et puis des variants qui sont beaucoup plus communs, neuréguline, sémaphorine, régulateurs des polymorphismes dérégulateurs, si je puis dire. Et puis enfin, le polymorphisme de Rett, qui est lui un variant commun, qui est un réel polymorphisme, mais qui joue un incontestable rôle et fonctionnel et démographique dans les chevaux. Et puis la dernière, s'il vous plaît, pour vous dire que l'architecture est complexe, ça vous m'aurez compris, c'est un truisme, c'est aussi un aveu de faiblesse de la génétique face à la déconstruction de ce modèle. Sur l'aspect clinique, que retenir de pratique face à un enfant ou une famille atteinte de Hirschsprung? Premièrement, être certain d'avoir travaillé sur l'hypothèse d'une forme syndromique, parce que c'est quand même là qu'on a le plus de chances de trouver quelque chose d'utile au patient avec l'élucidation dans des séquences codantes d'un des gènes de la voie des endothélines, un syndrome de Waardenburg, un Bardet-Biedl, bref, ce que vous avez vu. Deuxièmement, de prendre en compte l'effet populationnel, l'origine des personnes, qui va moduler le risque, notamment au locus Rett. Troisièmement, d'avoir quand même la réaction génétique, si je puis dire, de rechercher les mutations de séquences codantes, c'est utile. C'est utile au conseil génétique, c'est utile aux familles, c'est utile aussi, car vous savez que certaines mutations de Rett sont à prédisposition de carcinome médulaire de la thyroïde, elles sont exceptionnelles, mais elles valent quand même la peine d'être trouvées pour des raisons cliniques évidentes. Et puis enfin, de tester le statut des patients pour l'allèle hypomorphe de l'intron 1 de Rett, parce que ce que je suis en train de vous décrire, c'est une sorte de panel de gènes et qui va permettre d'étudier les patients relativement rapidement en essayant de rendre service aux cliniciens responsables, chirurgiens, gastro-entérologues, pédiatres, mais aussi aux familles. La suivante vous donne les auteurs de ces travaux. Je vais passer assez vite parce que j'ai une minute, généticien, épidémiologiste comme Françoise Clerget. Bien sûr, l'école de chirurgie pédiatrique de Claire Fekete, aujourd'hui Sabine Sarnaki, avec le centre de référence piloté par Célia Crétol, mais tout le réseau français et même européen de chirurgiens pédiatres qui nous ont fait confiance là-dedans. Et puis enfin, sur la dernière, le consortium maladie de Hirschsprung, tous ses collègues en Chine, à Hong Kong, c'est-à-dire en Chine, en Hollande, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, qui se sont ligués pour essayer de faire avancer les données et de déconstruire la table IKEA que décrivait tout à l'heure M. Kopp. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive. Est-ce qu'il y a des questions de l'auditoire? Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question sur les variants Rett. Est-ce que l'effet variant commun et variant séquence codante sont additifs? Parce qu'on peut avoir le variant commun Rett et un variant séquence codante. Est-ce que ça a un effet additif? C'est une très bonne question. La réponse a l'air d'être oui. C'est-à-dire qu'on a plusieurs familles
qui semblent le démontrer. Je n'ai pas une statistique chiffrée, solide à vous dire. Mais il y a plusieurs familles dans lesquelles on a des individus chez lesquels s'égrège à l'état hétérozygote en dominance un variant de séquence codante. Seuls sont atteints ou sont plus atteints, forme longue versus courte, les personnes qui, de l'autre parent, ont reçu un allèle de prédisposition. Donc oui, la réponse est, nous pensons que oui. Difficile de vous donner une mesure de cette additivité, mais la réponse est oui. Merci. Merci. Est-ce qu'on a regardé la méthylation sur ce site de polymorphisme? C'est un site de méthylation? Comment on explique cet effet Là aussi, c'est vraiment une excellente question. Il ne semble pas que ce soit la méthylation. Ça n'a pas été regardé. Il faudrait regarder dans des cellules IPS redérivées pour une destinée crête neurale. Donc, je ne sais pas si on peut exclure ça, mais en tout cas, ce que l'on peut inclure, c'est que c'est un enhancer. C'est clairement une séquence de 100 à 200 nucléotides qui a les propriétés d'un enhancer et dont la variation de séquence CT va vraiment altérer les propriétés dans des gènes rapporteurs et dans des modèles animaux. Donc, clairement, on a les critères d'un enhancer. Est-ce qu'il y a en plus le poids de la méthylation à cet endroit-là? J'en doute un peu. Ce n'est pas un site de méthylation, même si votre question n'est pas anodine, car ça pourrait en être un. Est-ce que vous avez des pistes d'explication sur la prédominance de garçons dans la maladie de Hirschsprung? C'est une question que je pose pas de façon au hasard, parce que dans l'atrésie de l'œsophage, c'est la même chose. Il y a une prédominance du sexe masculin et on a un peu de difficulté à l'expliquer. Eh ben, on n'a pas plus de facilité et j'avais même fait l'aveu sur la diapositive pour éviter la question parce que c'est affreux. Non, il n'y a pas de bonne explication. On a creusé plusieurs pistes. Vous avez vu qu'il y a quand même une donnée, c'est que l'allèle, et elle est solide, dans les cas sporadiques, un allèle, le partage dans les paires de germains, pardonnez-moi, et c'est reproduit désormais à grande échelle. Dans des paires de germains, lorsqu'il y a un partage d'un seul allèle au locus ret, c'est beaucoup plus celui de la mère. Est-ce qu'il y a un effet d'empreinte génomique parentale à ce locus? Rien ne le dit, absolument rien. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a un biais d'héritage de la mère? Alors, on a beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que c'est tout simplement la mécanique, non pas transgénérationnelle, mais de biais d'observation? C'est-à-dire, on prend des femmes où la pénétrance est moindre, et par conséquent qui ont plus de probabilité d'avoir l'allèle de prédisposition sans le Hirschsprung, qui deviennent des mères à la génération des années 80-90. Et on observe alors, si elles ont un garçon, qu'il peut être atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de mécanique, simplement sur le biais de recrutement générationnel. C'est une possibilité. Il y a peut-être des possibilités biologiques, mais qui sont aujourd'hui vraiment mystérieuses. En tout cas, rien n'indique une participation d'un allèle déterminant ou de prédisposition sur le chromosome X. On l'avait étudié beaucoup, notamment le locus L1 de protéines d'adhésion cellulaire impliquées dans les migrations de crête neurale, parce qu'il y avait un vague signal et rien ne dit cela. Une question, est-ce qu'il a déjà été décrit des associations entre la maladie de Hirschsprung et des maladies neuromusculaires type dystonie? Alors, pas à ma connaissance de manière écrasante avec un syndrome, plusieurs cas, mais pas musculaire. Hein. Neuro, oui, il y a le syndrome de Goldberg-Sprinzen qui est rare. On a fini par trouver 2 observations. Ça a été décrit aux États-Unis et moléculairement identifié en Hollande. Ça, c'est neuro. Mais alors, c'est plutôt une encéphalopathie avec petit périmètre crânien, microcéphalie, anomalie de migration de substances blanches, bref, mais pas musculaire. Dans le musculaire, les seules observations qu'on a pu avoir, mais qui sont absolument exceptionnelles, c'est les formes avec Waardenburg et les mutations de PAX3, qui, vous le savez, est un facteur de développement myogénique au-delà d'un facteur de migration de crête neurale, enfin plutôt de prolifération de crête neurale, et où quelques enfants ont des
des dysplasies musculaires. Mais je ne vois pas, je n'ai pas connaissance d'un syndrome vraiment répertorié, à ma connaissance, avec dystonie.